Bonjour à tous, je vous propose ce matin de suivre deux auditions, celle d'Antoine Sfer, qui est un spécialiste de l'islam et du monde musulman, et celle de Bari Zakari, qui est sénatrice socialiste de Paris, spécialiste du soufisme. Ils sont interrogés dans le cadre de la mission d'information sur l'organisation et le financement de l'islam en France et de ses lieux de culte. Alors la situation de ces derniers mois, de ces dernières années, place la communauté musulmane et l'islam au cœur de nombreux débats. Or, la connaissance de l'islam est parfois insuffisante. C'est pourquoi cette commission d'enquête a décidé de se pencher justement sur l'organisation, la place et le financement de l'islam de France. La commission d'enquête va notamment s'interroger sur une rénovation du fonctionnement du Conseil français du culte musulman qui a été créé en 2003. Voilà, tout de suite, donc, je vous propose d'écouter ces auditions. Je vous donne la parole, monsieur Sfer. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, faire tout cela en un quart d'heure relève soit de l'impossible, soit du funambulisme intellectuel. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Je vais commencer par la France. Quand dans un couple cela va mal, c'est souvent, sinon toujours, la faute des deux. La présence de l'islam en France est ancienne, du temps du colonialisme en tout cas, mais surtout, nous avons été chercher nos musulmans dans les années 60, parce que nous avions besoin dans trois secteurs industriels, à la fois l'automobile, la sidérurgie et surtout le BTP, de main-d'œuvre non spécialisée, non qualifiée. Donc on a été les chercher au bled, mais pas dans les villes. On a été les chercher dans le village. Et le contrat était très clair. Tu viens, tu travailles, tu touches ton salaire et tu t'en reviens chez toi. Et ça a marché. Ça a marché jusqu'à l'une des parties rompre le contrat. Et le contrat a été rompu par une première rupture qui fut le regroupement familial. Le contrat était devenu, tu viens, tu travailles, tu touches ton salaire, et non seulement tu restes, mais tu ramènes également ta famille. Et comme au bled, il avait une épouse, parfois deux, parfois trois ou quatre, il fut mis en exergue automatiquement. Il fait en exergue automatiquement, bien entendu, le fait que c'est l'administration française qui a été d'une hypocrisie rare. Elle a transformé la seconde épouse en cousine, la troisième en bru, la quatrième, qui était plus jeune, quasiment en fille. Et les exemples ne manquent pas. Mais en même temps, il y avait un certain encadrement, puisque le droit associatif était excessivement sévère, en tout cas soumis à la loi républicaine. Et c'est là où les jeunes qui arrivent vont quand même être brillants dans la mesure où ils vont monter leurs propres entreprises de rénovation, notamment en ce qui concerne la communauté algérienne, de maçonnerie, etc. Et il va y avoir aussi ces grandes chaînes familiales marocaines et tunisiennes qu'on est tellement content de voir dans nos villes ouvertes tard le soir, ce qui étaient des chaînes vraiment familiales. Et puis voilà qu'intervient la deuxième rupture, c'est-à-dire la rupture du droit associatif libéralisé en 82, où on va passer le nombre d'associations entre 50 et 1574 de 82 à 85. Il ne s'agissait plus d'avoir une enquête de moralité, une enquête financière et tout, mais quasiment uniquement un devoir d'information de la sous-préfecture, de la préfecture du chef-lieu. Et ça a bien entendu entraîné aussi un passage du droit à la ressemblance avec la troisième génération qui était quasiment dans ce schéma à, hélas, un devoir à la différence, puisque à la préadolescence ou à l'adolescence, on a bien mis en exergue là aussi, tu es français, mais, algérien, tunisien ou marocain, tu es français, mais
musulmans. Comme les deux premières générations avaient insisté beaucoup pour une intégration rapide, donc on ne parlait pas du pays d'origine, on ne parlait pas de l'islam, on ne savait pas ce que c'était. Il y a eu là aussi une troisième rupture qui va aboutir à quasiment à une déstructuration identitaire. Elle sera à la fois identitaire et familiale, puisque très vite, cette rupture va faire poser la question à ce jeune qui est passé à l'adolescence, mais qui suis-je? Je suis considéré comme étranger de l'autre côté de la Méditerranée et je suis considéré comme étranger ici. Donc il va essayer de se restructurer et la révolte sera vis-à-vis des parents, beaucoup plus que vis-à-vis de la République. Et au début, elle est d'autant plus acerbe, cette révolte, c'est que on lui a répété, depuis sa naissance, il y a un pouvoir, le pouvoir patriarcal. Or, il s'aperçoit à l'adolescence que ce n'est pas vrai. Que le pouvoir, c'est le pouvoir du savoir. Or, qui détient le savoir? C'est la femme, c'est la fille. La fille qui réussit à l'école, la fille qui réussit à l'université, la fille qui trouve du travail. Alors que le père et le grand-père n'ont pas de travail. Et c'est là où on voit, non pas des loups solitaires, mais des gens qui cherchent à récupérer une partie du pouvoir patriarcal. Khaled Kelkal, dans les années 90 et 80, et dont on en fait quasiment le symbole du mal-être en France. Mais on n'est pas encore quasiment dans le terrorisme religieux, on est plutôt dans le terrorisme national. Algérien, GIA, etc. Et cela fait partie de ces courants d'idées et d'opinions dont vous parliez, Madame la Présidente. C'est là où il faut qu'on fasse attention, il ne faut pas qu'on confonde, qu'on amalgame, non pas arabes et musulmans. Ça, pardonnez-moi, mais j'ai désespéré. Ça fait 44 ans que j'essaye de dire aux Français aux Français de souche, j'entends bien, aux Français, comme on dit, Français franchouillards, que arabe ne veut rien dire par rapport à l'islam, qu'un sixième des musulmans sont arabes et que dans le monde arabe, il y a 15% qui n'appartiennent pas à la communauté musulmane. Et quels que soient mes efforts, ne vous en déplaise, je ne passerai jamais pour un Suédois. Je suis né dans ce Proche-Orient, j'ai vécu dans ce Proche-Orient et j'ai choisi d'être français à l'âge adulte. Mais d'autres amalgames apparaissent aujourd'hui quand on lit nos journaux entre islamisme, salafisme, djihadisme, etc. Et on s'aperçoit que on affuble des gens de tous les adjectifs possibles. Prenez l'exemple d'islamisme. Si vous lisez Chateaubriand, c'était l'équivalent du christianisme et du judaïsme. Aujourd'hui, grâce à deux chercheurs ou à cause de deux chercheurs d'Aix-en-Provence, l'islamisme est celui qui est l'islamiste, c'est celui qui veut réislamiser le champ social, judiciaire, administratif, mais également économique et politique dans lequel il vit. Donc il vise les rouages du pouvoir. Donc c'est ce qu'on appelle en sociologie religieuse l'islamisation par le haut. Le salafisme, c'est exactement le contraire. Il n'est pas intéressé par le pouvoir. Il ne veut surtout pas de frontières, puisque le prophète lui a dit, et il l'a pris à la lettre, je suis le sceau des prophètes, en effet, après lui, il n'y en a plus eu. Je suis venu parfaire votre religion. Donc, zoroastrisme, le judaïsme, le christianisme ont reçu le message, mais ils l'ont détourné. Il me plaît que l'islam soit votre religion. Ça veut dire que toute la planète a vocation un jour ou l'autre à devenir musulmans, non pas seulement soumis à Dieu, parce qu'il y a des interprétateurs ou des interprétants qui disent que l'islam n'est pas une soumission. Revenez au 10e, au 11e, au 13e siècle, c'était un peu ce passage de l'islam des Lumières, à la fois en Andalousie, mais également à Bagdad, la maison de la sagesse,
Elle a été construite à Bagdad. Les écoles les plus libérales l'ont été à Bagdad. Donc, il ne faut pas désespérer. Mais pour le moment, nous sommes en plein radicalisme. Et le salafisme, donc, est tout simplement, nous vient de ce radicalisme. Mais c'est notre faute. Dans les années 50, qui a fait l'alliance stratégique avec les salafistes au lieu de la faire avec le républicain Nasser? Nous avons diabolisé Nasser, mais nous avons diabolisé l'Iran aujourd'hui. On est exactement dans le même processus. Je ne dis pas que j'irai demain vivre en Iran, mais si je n'avais le choix que de vivre ou en Iran ou en Arabie, je n'hésiterais pas une seule seconde. Je crois simplement que nous traînons cela au moment où le monde était divisé en deux, le monde arabe lui-même était divisé en deux, et nous avons entraîné, enfin, les Américains nous ont entraînés avec les Anglais à faire cette alliance stratégique avec l'Arabie saoudite, qui, au moment où dans tout le monde arabe et musulman s'installait ce que nos diplomates appelaient, avouez que la langue française est merveilleuse, des ruptures de représentativité, ce qui en français normal veut dire des dictatures, qui plus est militaires. Et donc à partir de là, il n'y avait plus qu'un seul endroit où il y avait une liberté d'expression, c'était le lieu de culte. Et dans ce lieu de culte, il y avait des imams saoudiens, qui d'ailleurs au début des années 70 vont arriver chez nous. Et c'est comme ça que la lame de l'islam radical va commencer à atteindre nos rivages. Et nous continuons à dire que nous avons un seul pays qui soit notre allié stratégique dans la région, c'est l'Arabie saoudite. Notre âme n'est plus à vendre, elle est déjà vendue, quasiment aux enchères. Mais d'un autre côté, c'est vrai que il y a ce qu'on appelle la réelle politique. Alors, c'est vrai que depuis les années 60, nous avons à la fois ghettoisé ces personnages venus du temps de leurs parents et grands-parents de l'autre côté de la Méditerranée, on les a mis ensemble, donc on ne les a pas intégrés, je ne parle pas d'assimilation, j'ai moi-même découvert ce que voulait dire être libanais depuis que je suis français. C'est-à-dire, ça m'a appris à réfléchir à partir de ma francité choisie, et non pas par hasard, qu'est-ce que pouvait être ce mont Liban un jour si jamais il y avait quelques neurones qui pouvaient se réveiller. Mais c'est là le jeu de la République aussi. On n'a pas fait ce jeu de la République. Et aujourd'hui, on est toujours dans l'échec, au sein du couple. Alors, on sort à n'en plus finir des idées nouvelles, mais dans la mesure où il y a une loi républicaine, il y a une constitution de la Ve République, les solutions s'y trouvent. On me parle de déchéance de nationalité. Comme on n'a pas le droit de faire des apatrides, il y a quand même l'indignité civique et civile. Elle existe dans la Constitution. Ceux qui ont une double nationalité, si vous les déchoyez de la nationalité alors qu'ils vous disent en face, nous n'aimons pas la France, il faut les aider, il faut leur dire, puisque vous n'aimez pas la France, il faut aller ailleurs, mais sans les déchoir, puisqu'ils se sont déchus eux-mêmes de la nationalité. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, la rupture s'est faite à travers aussi l'école. Vous avez remarqué que depuis un certain temps, nous parlons beaucoup d'éducation nationale. Moi, je suis sidéré. Si on demandait juste aux maîtres d'instruire, aux parents de rééduquer, depuis là, fort longtemps, les parents ne l'éduquent plus. J'en sais quelque chose, j'ai 2 jumelles adolescentes de 17 ans. Je peux vous dire que j'ai découvert que c'est le métier le plus horrible et le plus difficile aujourd'hui.
je ne me retrouve plus. Et pourtant, j'essaye d'expliquer, d'être pédagogique. Souvent, ça ne marche pas. Mais il est vrai aussi que les parents n'éduquent plus. Et les maîtres n'ont plus le temps d'instruire également, puisqu'on leur demande également d'éduquer. Et les parents veulent se mêler des notes, veulent se mêler. J'ai été traité de tous les noms quand je dis à mes jumelles, écoutez, dès le début, je vous le dis, dès le début d'année, le professeur a toujours raison. J'ai été traité de fasciste, de tous les noms. Mais je pense que si jamais on ne marche pas comme ça, aujourd'hui, il n'y aurait plus jamais d'autorité du maître. Je ne vais pas vous donner des exemples de mes profs que j'ai adorés, mais bon, quand on a voulu chahuter comme tout le monde pour jauger le prof en troisième, ben, tout simplement, il nous a bien fait comprendre que si jamais on ne voulait pas, qu'on sortait de la classe, c'est tout. Alors, aujourd'hui, avec l'islam, imaginez-vous quand même que nous formons des imams en France, des imams, je dis bien des imams, à l'Institut catholique de Paris. Je sais pas, on marche sur la tête, on n'est plus cartésien, j'en sais rien. Je crois il est nécessaire aujourd'hui, pour rétablir un certain dialogue, de former tous les agents des collectivités territoriales, régionales ou départementales, qui s'occupent de la diversité, qui s'occupent de l'intégration, non pas aux religions, loin de là, mais à l'histoire des religions. Comment peut-on aujourd'hui aborder le Quattrocento italien à la Renaissance si on ne connaît pas l'histoire de l'Église catholique? Il nous manque quelque chose. Il faut faire la même chose aujourd'hui avec le judaïsme et avec l'islam également. Il est temps, j'allais dire, qu'on redevienne ce qu'on a toujours été. Et j'en suis un exemple parfait, les meilleurs islamologues, les meilleurs orientalistes qui existent sur la planète. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'on redevienne également, bien entendu qu'on ne peut pas demander aux hommes politiques, à vous-même, les représentants de la nation, d'être universalistes, ce n'est pas possible. Mais il est important qu'on vous donne les moyens de pouvoir appréhender et approcher précisément ce genre de problème qui se pose à nous aujourd'hui, car nous sommes réellement en guerre et on n'en a pas conscience. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sfer. Je vous propose maintenant de passer aux échanges, aux questions et bien sûr réponses. Je ne sais pas si Madame le rapporteur, Monsieur le co-rapporteur avait des questions. Je prendrai ensuite... Oui, une toute petite Monsieur question. Rechet. Permettez-moi juste de rebondir sur votre dernière intervention. Nous sommes en guerre aujourd'hui. Nous sommes en guerre contre qui? Nous avons un État qui s'est autoproclamé, qui n'est pas reconnu. Nous avons un État qui, à la différence de tout ce qui s'est passé auparavant, a territorialisé son action. Où il y a un chef, où il y a des ministres, où il y a des délégués régionaux et des délégués locaux. Et cet État a revendiqué un acte de guerre, un casus belli, contre la France. Je ne parlerai pas d'autres pays, je ne prétends pas connaître d'autres pays. Et donc, qui a légitimé du point de vue du droit international public toute riposte venant de la France. Encore une fois, je ne parle que de la France, mais on pourrait parler d'autres pays. Donc à partir de là, il faut savoir simplement le combattre, puisqu'il nous menace en plus et en sus de recommencer. Et qu'il appelle à cela, et qu'il utilise nos propres moyens, alors nos propres moyens pour faire sa propagande ou sa communication. On choisira le nom. Mais j'ai conscience également que nous sommes une république démocratique. Et donc qu'on a des difficultés, si nous voulons rester fidèles à nous-mêmes, de combattre cet État-là. C'est là où il faut
que tout le monde s'y mette main dans la main pour trouver réellement une solution, pour trouver réellement un moyen de l'empêcher de nuire. Je ne dis pas l'empêcher d'agir, mais l'empêcher de nuire. Voilà. Madame Goulet. Oui, pardon. Après, j'ai déjà des demandes de questions. Oui, Monsieur Sfer, j'ai deux petites questions. Une qui va devenir rituelle. Est-ce que vous pensez que cette mission est une bonne initiative? La seconde, voilà. La seconde, c'est beaucoup plus, c'est un sujet beaucoup plus vaste puisque en réalité vous avez touché du doigt l'éducation, ou plutôt le manque d'éducation. Quelle serait votre première préconisation? Parce que notre mission a pour but de faire un point et essayer d'avoir des réponses à tant de questions qui se posent au quotidien dans les journaux, dans l'actualité, sur le halal, sur la laïcité, cette laïcité molle, dure, ouverture, pas ouverture, etc. Enfin, tous les sujets que nous abordons tous les jours dans l'actualité et dont finalement nous n'avons pas de réponse exacte. C'est la raison pour laquelle cette mission est montée. C'est pour que la représentation puisse avoir une idée un peu plus précise et des réponses. Donc, si vous aviez une première préconisation à faire pour cet islam de France et finalement que l'islam ait sa place dans la République ou que l'islam républicain ait sa place dans la République, qu'est-ce que vous auriez comme première préconisation Reconstruire la citoyenneté, madame. C'est-à-dire commencer à l'école. Tout commence à l'école. C'est à l'école qu'on découvre l'altérité. C'est à l'école qu'on découvre l'autre, le respect de l'autre dans son altérité tel qu'en lui-même, et non pas la tolérance. Revenons là aussi aux mots, ceux qui ont fait du latin, qui reviennent au gaffio. Tolero, c'est supporter quelqu'un, c'est l'accepter, c'est se mettre quand même une marche au-dessus de l'autre. Comment voulez-vous respecter quelqu'un si vous ne le reconnaissez pas? Comme disait Saint-Ex, ta différence m'enrichit. Mais au contraire, si vous le reconnaissez comme votre miroir, et ce qui est formidable, comment pouvons-nous prétendre le reconnaître si on ne le connaît même pas? Qui d'entre nous a lu le Coran? Qui d'entre nous est capable de le mettre en perspective? Qui d'entre nous est capable d'enseigner ou de dire à ses enfants c'est quoi, comment? L'histoire, juste l'histoire. Si je me suis enfermé pour écrire un livre qui s'appelle Brève histoire de l'islam, c'est parce que le gouvernement, il y a quelque temps, avait demandé aux institutrices, aux hussardes de la République d'enseigner l'histoire de l'islam sans même les former là-dessus. Les jetant dans l'arène, j'ai pensé à elles et je crois sincèrement que ça devient nécessaire et indispensable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est aujourd'hui essayer de les intégrer dans la population et non pas de continuer à les ghettoiser. J'ai une étudiante que j'accompagnais parce qu'on parlait de sa thèse à Saint-Denis, on descend du RER, elle me sort le voile de son sac. Je dis, qu'est-ce que tu me fais là? Il me dit, non, tranquillisez-vous, on passe devant 2 bandes. Si j'ai pas de voile, je vais me faire traiter par tous les noms. Et si je le voile, on va dire bonsoir ma sœur, et ils me seront passés, et mon père n'aura pas de problème de qu'en dira-t-on. On en est là. On en est là, c'est grave. Ça veut dire aussi qu'il y a plein de gosses qui ne vont pas à l'école. Il m'a semblé, peut-être que je me trompe, sincèrement je ne m'en souviens pas, que la famille aurait dû être punie. Mais ils ont démissionné les parents, ils ont démissionné les maîtres. Donc là, il faut aussi reprendre dès le début. Il faut reprendre dès le début à appliquer la loi républicaine. Je ne demande pas une sévérité. La laïcité, vous en parlez, madame. On n'est plus dans la situation de l'Église catholique omnipotente en 1905. La laïcité aujourd'hui doit être au contraire englobante, là où les religions censées relier, les ligarer, sont en train de délier les liens sociaux. Pourquoi? Parce que la laïcité doit être ouverte, généreuse et partagée, bien entendu.
Mais elle est très simple, la laïcité. On se serre les neurones, pardonnez-moi mesdames, on se masturbe intellectuellement. Mais la laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. La laïcité, c'est la reconnaissance par cela que l'agnosticisme et l'athéisme sont des démarches de recherche ou de foi ou simplement de non-croyance. Et c'est parce qu'elle fait la différence entre la foi et la religion que la laïcité est englobante. La foi est une démarche de l'intime. La religion, c'est une réalisation temporelle d'une communauté et qui implique un pouvoir. C'est ça, malheureusement, le drame. Dans toutes les religions, il y a un pouvoir, qu'il soit moral, qu'il soit réel, etc. Et vous dites l'islam de France, mais arrêtons, il n'y a pas des juifs de France, des musulmans de France, il y a des citoyens français de confession, bon Dieu, ça les regarde. Et sincèrement, ma foi ou ma non-foi ne regarde que moi. La laïcité est un tel trésor. Et croyez-moi, je viens d'un pays où, lorsque j'ai voulu inscrire ma fille, fière comme Artaban, il a fini par me dire, le pauvre préposé, es-tu chrétien, juif ou musulman? Je lui dis, mais ça ne te regarde pas. Il me dit, si, ça me regarde, c'est la loi. Et on s'est battu pour enlever la confession de la carte d'identité. Ça nous a pris quand même 27 ans. Donc, voilà, c'est un trésor qu'on est en train de brader. Et quand je vois ce qui s'est passé en 2015, combien de coups de boutoir elle a reçu, cette laïcité? Pardonnez-moi, je me passionne et je ne suis pas là pour ça. Madame, vous C'est très aviez... intéressant. Alors, j'ai plusieurs questions. Je vous propose de prendre par groupe, et puis de façon à ce que vous puissiez répondre. Madame Keller, oui. Madame Keller, Monsieur Carucci et Monsieur Bonnecarrère. Ensuite, je reprendrai une autre série. Madame Keller. Merci beaucoup, cher Monsieur Antoine Sfer. C'est un grand honneur pour nous de vous entendre et de vous entendre partager. C'est un grand honneur d'être devant des citoyens sénateurs comme vous et sénatrices. Donc c'est avec beaucoup de respect que je vais vous poser 3 questions. Alors la première sera liée à mon histoire, notre histoire, puisque nous sommes quelques-uns ici à vivre en terre concordataire, donc dans un régime napoléonien en fait un peu différent, où les relations entre l'Église, enfin, les églises, les religions et le pouvoir politique, la République, sont structurées et codifiées. Alors je vais le faire sur un point très particulier, on pourrait parler du dialogue interreligieux, de la connaissance de l'autre, mais nous avons la chance de vivre depuis de longues années une journée du patrimoine juif à l'initiative du Conseil de l'Europe, qui a été établie pour lever les ignorances de ce culte et le rejet qui était exprimé par beaucoup. Que penseriez-vous d'une idée qui va peut-être dans le sens de ce que vous avez exprimé tout à l'heure, de la connaissance de l'autre, de la découverte, de la culture, qui pourrait être une journée alors de l'histoire des religions? Ça ne peut pas trop être une journée du patrimoine, parce que tous les cultes n'ont pas de patrimoine, notamment le culte musulman, enfin il est juste en émergence, mais une journée de connaissance mutuelle, de découverte. Très vite, madame, à cette question, ça prendra 30 secondes. J'ai été sollicité par une mairie des Hauts-de-Seine pour un lieu de culte. Je dis, ne faites pas un lieu de culte seulement. Faites à côté une salle culturelle également pour mettre en exergue précisément le patrimoine musulman, qu'il soit historique, qu'il soit simplement philosophique et autres, etc. Mettre en avant des gens qui ont porté de la lumière. Voilà. Et ça a très bien marché. Voilà. Bon. Donc ce que vous faites est formidable. Alors, juste un petit mot, quand vous parlez de dialogue interreligieux, ça me hérisse. Je vais vous dire pourquoi. Quand il y a 2 personnes qui ont la foi, qui discutent, vous ne pouvez pas empêcher que l'un et l'autre veuillent convaincre l'autre. C'est normal, c'est humain. Mais si c'est un dialogue, de savoir comment tu vis ou comment tu pratiques et quel est ton culte, etc., c'est un dialogue interculturel. Ne mêlons pas les choses, ne brouillons pas les idées des gens. Il ne peut pas y avoir de véritable dialogue interreligieux, parce que si je ne suis pas croyant, je considère que ça ne me regarde pas. C'est en dehors de ma sphère. Donc, disons plutôt une sorte de curiosité interreligieuse. J'ai eu la chance de vivre dans un pays
où à 14 ans, je draguais le vendredi à la mosquée, le samedi à la synagogue, le dimanche à l'église, et ça m'a obligé à savoir à quoi croyait l'autre. Donc à la sortie des lieux de culte, l'autre n'était plus un étranger. J'avais deux autres questions plus institutionnelles. Le CFCM a été créé il y a 12 ans, 13 ans. Le CFCM et l'CRCM, pardon, enfin simultanément, donc les conseils régionaux et le conseil national. On en connaît les limites. On considère aujourd'hui qu'ils ne représentent plus tout à fait la diversité des courants. Et puis moi, voilà, il y a quelque chose que j'ai du mal à accepter, c'est que le droit de vote est lié au mètre carré, ce qui est une définition quand même très frustre des personnes, des fidèles. Est-ce que vous avez des pistes pour organiser ce qui pourrait être un lieu de coordination du culte, interlocuteur des pouvoirs publics, qui sont nécessaires pour traiter un nombre de problèmes de vie des musulmans dans notre pays, puis organiser aussi le dialogue. Deuxième question. Quelle est votre analyse, sujet délicat, quelle est votre analyse de l'impact des financements étrangers des mosquées en France? Alors il y a plein de pays qui financent, peut-être deux cas importants. Que pensez-vous de l'influence et des modalités d'influence des financements saoudiens, qui sont quand même nombreux, et d'autre part des financements marocains? Je vous remercie. Je commencerai par la dernière, madame, si vous voulez bien. Les Marocains, le Maroc a une particularité. Il y a un commandeur des croyants. Certes, il n'existe que dans le Maroc, dans l'enceinte du pays, et ce qui lui donne d'autant plus d'importance à l'intérieur du pays. Mais je dois avouer que l'actuel roi s'est quand même fait un sacré prénom. Il a anticipé beaucoup de choses, c'est lui qui vient de hausser la voix au Parlement en leur disant « Je vous ai demandé de réfléchir sur une monarchie constitutionnelle et ça fait maintenant 8 mois que vous ne m'avez pas remis un rapport. » Le drame du Maroc, c'est que lorsque le gouvernement, dirigé par des islamistes légitimistes, ne l'oublions pas, enlève un bidonville autour des grandes villes, dans la semaine qui vient, un autre bidonville s'installe. C'est l'existence des lumpenprolétariats autour des grandes villes. Pardon d'utiliser un terme marxiste, mais j'en vois pas d'autre. Autour de ces grandes villes qui est un danger. Ce n'est pas actuellement les islamistes illégitimistes qui ont récolté 0,7% aux dernières élections. L'impact de l'Arabie saoudite, oui, il est énorme. Mais il y a l'impact des Qataris également. Les Qataris et l'Arabie, le Qatar et l'Arabie sont les deux seuls pays qui pratiquent cette branche du sunnisme qu'on appelle le wahhabisme, qui sont au pouvoir. C'est-à-dire, après le prophète, rien de nouveau. Ce sont les adeptes à la fois du salafisme et de l'islamisme, c'est-à-dire l'islamisation par le bas et par le haut. Sauf qu'en ayant financé l'État islamique autoproclamé terroriste, que je me refuse à appeler par son nom qu'il s'est donné lui-même, lui, en se faisant, en finançant cet État, ça a été l'arroseur arrosé, comme dans le problème du pétrole d'ailleurs, puisque actuellement, il y a des attentats en Arabie, surtout dans les grandes banlieues, faits par cet État autoproclamé. Le salafisme aujourd'hui est en train de croître parce qu'il est populaire. Il est avant tout populaire. Mais il est en train aussi d'être poussé sur le terrain. Il est en train de perdre du terrain. L'impact de l'Arabie saoudite demeure intact par rapport au terrain, à la réalité, parce que aujourd'hui l'Arabie, et on passe malheureusement sur un plan géopolitique, l'Arabie se sent menacée par l'Iran, entourée par l'Iran, encerclée par l'Iran avec ce qui se passe au Yémen, et que l'Iran est devenu,
grâce aux Américains, une puissance méditerranéenne, ne l'oublions pas, pour la première fois depuis plus de 6 siècles maintenant. Et l'Iran est une fenêtre sur l'Afghanistan et le Pakistan, sur la mer Caspienne, ce qui aide beaucoup les Américains, sur la mer Caspienne, donc sur l'Asie centrale et sur le Caucase. L'Iran est devenu quasiment incontournable. Ce qui est en tout cas certain, c'est que l'Iran est le Vatican, pardonnez-moi cette comparaison osée, du chiisme, malgré leur faible nombre, et que l'Arabie saoudite n'est plus le Vatican du sunnisme, contesté par la Turquie, mais également par l'Égypte, ce qui est important. Alors, comment contrôler cela? Je crois qu'on avait réglé le problème avec l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, qui avait créé une fondation, qui devait contrôler, et ça ne marche pas. On va la ressusciter. Ça ne marche pas, mais on devrait pouvoir la faire marcher par une manière très simple, en utilisant la finance islamique. La finance islamique aujourd'hui nous donne le droit de contourner pour eux le problème des intérêts, mais oblige les banques à accompagner réellement l'individu et les entreprises dans leur développement à la fois économique et sur l'échelle sociale. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient demander un prêt, on ne lui demande pas quelles sont tes garanties, comme on fait en France. On lui dit, c'est quoi ton projet? Très bien, nous devenons partenaires avec toi. On prend la minorité, mais on devient partenaire. Tu as besoin d'une machine? Parfait. Cette machine, on te la vend en leasing, comme on dit en bon français, mais cette machine nous appartient tant que tu n'as pas payé toi-même son prix. On ne te demande pas d'intérêt là-dessus. Et en même temps, pour être sûr, notre garantie, c'est on prend un minimum d'action chez toi. Donc il y a des moyens, il y a d'autres moyens que la finance islamique nous donne pour contrôler ces fondations, ces dons et ces financements. Il faut que les banques acceptent d'être très sévères à l'égard de virements aussi gros que cela, parce qu'ils sont gros, et de les vérifier avant, alors qu'ils sont en train de contrôler des pauvres quidam, malheureusement, qui parfois se retrouvent un peu rejetés, tandis qu'avec ce genre de contrôle par toutes les banques, qu'elles soient islamiques ou pas, qu'elles soient occidentales ou pas, eh bien, ça permettrait de sérieusement contrôler ces virements et à ce moment-là, les mettre dans une sorte de SCI ou de société ou de fondation, comme l'avait imaginé le gouvernement dont je parlais tout à l'heure. On va poursuivre sur les questions. Monsieur Carucci. Oui, Monsieur Sfer, moi j'ai eu le bonheur de débattre avec vous sur des sujets plus généraux, mais vous êtes l'incarnation de la culture. Oh. Si, sauf que le vrai problème, c'est que ce n'est pas le cas du problème que nous avons, nous, aujourd'hui. Vous avez parlé de la démission de l'école, vous avez parlé de la démission des parents, vous avez parlé de la démission de la République, de la démission de l'État, qui d'ailleurs, depuis 40 ans, s'est planté. Elle a totalement raté l'intégration et se retrouve aujourd'hui dans une situation qu'il ne sait pas gérer. Nous avons 7 millions de musulmans en France. C'est notre Ils sont pas tous les héritiers de Cordoue et du califat omeyyade. On ne peut pas dire. Et par conséquent, on a un vrai sujet. Est-ce que nous avons un modèle d'intégration ou d'assimilation qui fonctionne encore? Si c'est oui, il faut le prouver. Si c'est non, il faut le changer. Parce que par définition, on ne peut pas avoir 10% de la population française qui se considère comme n'appartenant pas à la nation française et que nous finissons par considérer comme n'étant pas intégrés dans la nation française. Oui, parfaitement. Il y a donc un vrai sujet. Comment on sort de la fracture? Alors, il y a des exemples, il y a des choses. Moi, je regardais, vous parliez tout à l'heure du Royaume du Maroc, avec lequel je ne cache pas mes liens. Non, pas de lien
autre que affectif et politique, l'association des oulémas du Maroc a condamné l'extrémisme, a condamné le djihadisme et a pris un certain nombre de positions avec l'assentiment du roi. Le roi a fait inscrire dans la constitution marocaine le fait que le Maroc était aussi de tradition juive, d'apport chrétien, dans la constitution. Un symbole et un exemple. Je ne dis pas que c'est idéal, je ne dis pas que tout va bien, mais quand même. Mais en France, restons en France, ce qui choque beaucoup de gens, c'est le fait que, au moment des manifestations, après Charlie ou après les attentats du 13 novembre, il y a eu un certain nombre d'imams courageux qui ont pris des positions. Mais on a en même temps le sentiment, peut-être parce que non organisé ou mal organisé, l'ensemble de la communauté musulmane ne s'est pas mobilisé contre l'ensemble de ces attentats. On a eu un peu le sentiment que certains le faisaient, pas tous. Parce que j'ai oublié de répondre à Mme Keller sur le CFCM. Je vais vous répondre très clairement. Aujourd'hui, vous avez pris l'exemple du Maroc, c'est vrai, on attendait la parité homme-femme de l'Algérie, elle est venue du Maroc. Et parce que lui est passé en force. Et lui est passé en force sans prendre en compte les oulémas. Il les a consultés parce qu'il est obligé de le faire, mais il n'a pas dit à la nation qu'est-ce qu'ils ont dit. Il a dit je le renvoie au gouvernement et au Parlement, et le Parlement l'a voté. Mais c'est un exemple, comme vous dites, très particulier à part. Aujourd'hui, les victimes de cet État autoproclamé sont avant tout les musulmans. Et la majorité silencieuse a peur. Je vous le jure, je les entends, je les vois. Je vais faire régulièrement des conférences dans les lycées parisiens et en province. En 2015, j'ai fait 143 conférences en province. Ça fait 2,5 à 3 par semaine. Je peux vous dire que parfois je le ressens. Mais je préfère ça maintenant aux médias, qui sont dans l'immédiateté la plus totale. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a encore des médias qui réfléchissent. Il y a encore des médias qui font des enquêtes, qui font des investigations. Et ça, c'est rassurant. Quand vous dites 10%, je crois qu'on est presque dans la vérité. Mais ça ne peut pas déséquilibrer un couple. Il faut que nous redevenions citoyens. Pas le gouvernement seulement, M. Kaouchi. Nous, citoyenneté, c'est-à-dire celle qui englobe, celle qui transcende notre appartenance identitaire, communautaire et régionale. Or, c'est la réponse à Mme Keller, nous avons décidé, parce que nous sommes dogmatiques en France, qu'il fallait quelqu'un qui représente la communauté musulmane. C'est la seule qui n'accepte pas. Le prophète a dit, seuls ceux qui possèdent le savoir ont le droit d'interpréter. Donc il faut commencer par le savoir, pas être philosophe de Nietzsche, de Spinoza, de Hegel, de Heidegger, non, être juriste et théologien. Et ça, il y en a de moins en moins. Et notamment en France, bien entendu, il y en a. Mais comme ils sont dans le sens de l'histoire, on ne les interroge pas. Que de fois je suis interrogé par des collègues, des jeunes collègues, qui veulent que je leur présente des islamistes barbus qui insultent la France. Oui, ça fait vendre du papier, oui, ça hausse les audimat, je suis d'accord. Mais c'est aussi de l'irresponsabilité. Donc, redevenons citoyens. Le CFCM, Mme Keller, ne représente que lui-même, malheureusement. Je vous le promets, alors, il représente que lui-même et une partie du courant algérien. Or, le courant algérien est en train de se retirer. Si vous voulez mon sentiment, dans 5 à 10 ans, le courant des citoyens français de confession musulmane le plus représentatif sera le marocain. Parce que le roi s'en occupe. Parce que le roi est intrusif là-dedans.
les Tunisiens vont plutôt être dans le côté loup solitaire, mais pas vraiment non plus dans un courant bien formé. Il y a un courant d'islamisme, c'est-à-dire l'UOIF, lui qui est dans tous les courants, lui qui a au début été très réformateur, qui aujourd'hui est dans la ligne des frères musulmans. Mais il y a aussi, il faut connaître les écoles juridiques et théologiques. Comme M. Karouchi parle du Maroc, c'est l'école malékite, on est en plein là-dedans. L'école malékite, c'est long à expliquer, c'est Mudaraba wa Musalaha, autrement dit, une sorte de libéralisme économico-financier outrancier, mais en même temps l'obligation d'assumer une solidarité à toute épreuve. On n'a pas le droit de laisser quelqu'un sur le bord du chemin, donc la solidarité. Il faut connaître l'école juridique et théologique, il faut connaître le courant d'idées et d'opinions islamiste auquel on appartient. Il faut connaître ensuite les courants salafistes, qui soient djihadistes, c'est-à-dire combattants ou pas, alors que djihad n'a jamais voulu dire guerre. Djihad veut dire effort, si on revient à l'étymologie. C'est pour ça que je parlais de collectivités territoriales locales, pour qu'on vienne partager. Moi, je fais des conférences dans les prisons tous les 2 mois. Les mecs me sortent des choses absolument aberrantes. Alors, c'est pour ça que j'ai un Coran en arabe, un Coran en français dans les lycées. Je fais partie maintenant on m'a embrigadé dans la réserve citoyenne des lycées. Je suis dans la réserve citoyenne de la marine. Alors, oui, imaginez-vous. Alors, bon, j'arrive quoi, j'ai parfois des nuits de 3 heures, donc, mais tant mieux. Ça veut dire que les gens ont besoin de comprendre. Les gens ont besoin aussi de redevenir citoyens. C'est formidable. Simplement, je crois que nous ne le sommes plus. Citoyen veut dire responsable de la cité. Moi, quand je suis arrivé, la France m'a dit, tiens, voilà les clés de la cité, tu es co-responsable. Ça veut dire que je suis ton votre égal. Parce que tous les deux, nous sommes co-responsables. Et ça veut dire que nous sommes solidaires. C'est ça notre modèle, c'est pas autre chose. Bien, j'avais deux questions. Prenez un micro parce que je suis sourd en plus. Non, il ne marche pas celui-là, il faut un micro avant. Il marche ? J'en ai vraiment juste pour 2 minutes. Je voudrais juste rebondir sur vous parlez de citoyenneté et du manque de citoyenneté chez les musulmans en France. Mais quand on sait qu'à certaines élections, il y a 50% d'abstention des Français inscrits sur les listes électorales, donc ça ne compte même pas ceux qui ne sont pas inscrits, le problème de citoyenneté n'est pas un problème des musulmans, c'est un problème en fait c'est un problème en France actuellement du manque d'engagement d'une majorité de Français. Et ça ne concerne pas uniquement les musulmans. Ensuite, je voulais juste dire une petite chose sur l'école. Vous parliez de l'éducation, qui est effectivement très importante. Mais la première chose qui serait importante de changer, c'est quand on se retrouve dans des écoles où nos camarades nous ressemblent, sont tous issus de l'immigration, habitent tous dans les mêmes quartiers. Comment on peut comprendre que la société française n'est pas uniquement constituée par des enfants issus de l'immigration ? Pas des blogs. Ou de la politique du logement. Dans certaines cités marseillaises, vous avez des immeubles où il n'y a que des gitans. Parce qu'ils ont été rassemblés entre eux pour créer des leaders positifs et pour éviter les conflits. Vous avez des cités où il n'y a que des gens d'origine comorienne ou que des gens d'origine algérienne. Donc voilà, c'est aussi peut-être ça qu'il faudrait changer, sans parler forcément de l'islam. Alors j'avais deux collègues qui souhaitaient poser des questions. Madame Yonnet, Monsieur Amiel. Oui, votre micro. Merci pour votre exposé qui était effectivement très brillant. Donc vous avez un peu rappelé l'historique des années 60 parce que c'est un peu oublié dans la tête de certaines personnes. Donc c'était bien de le faire parce que je l'avais dit la dernière fois. Et donc je me suis retrouvée un peu dans ce que vous avez dit. La question de reconstruire la citoyenneté.
Bon, ça vient d'être dit par notre invitée de tout à l'heure, Madame Alouti. La vraie question, c'est que aussi en France, on oublie de le dire, on a permis l'installation d'écoles musulmanes, juives, et l'éducation nationale aussi finance quand elles sont reconnues rentrant dans le cadre des programmes de l'éducation nationale. Alors, je ne sais pas si c'est pour faire un rattrapage ou pas, j'en sais rien, toujours est-il que c'est comme ça. Donc, l'éducation nationale, ce n'est pas que la République. On est bien au-delà. Sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, je pense que c'est un territoire que vous devez connaître. Très bien. Voilà. Donc, on a beaucoup de nationalités. Énormément même, et donc on a différentes dispositions, on a des Lubavitch, on a des musulmans, on a beaucoup d'écoles différentes en dehors de l'école publique. Parler de laïcité, c'est un peu compliqué, je rejoindrai ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a l'impression, la banlieue dans les années 60 était le réceptacle de l'arrière-ban. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'était quand même un peu ça. Et donc, on a accueilli toutes les populations qui venaient dans nos banlieues. Et donc, aujourd'hui, effectivement, vous avez raison, elles ont peur. C'est toutes ces générations que nous avons accueillies. Y a-t-il pas, dans la reconnaissance de la citoyenneté, et ça a été dit, beaucoup de gens ne votent pas. Moi, je vois sur ma ville, c'est 73% de 25 000 inscrits qui ne votent pas. Ça donne une idée des élections et de la représentativité des élus de la République. Donc c'est un vrai problème et je ne pense pas que ça passe par là. Je pense qu'on est sur autre chose, sur quelque chose qui est beaucoup plus profond et, comment dire, on a parlé à un moment donné, et là je suis de gauche mais je vais le dire quand même, touche pas à mon pote, première génération, deuxième génération, enfants issus de. Vous voyez ce que je veux dire? Tous ces mots qu'on a placés les uns derrière les autres, aujourd'hui... J'ai parlé de ghettoisation, madame. Oui. On est en plein dedans. Voilà. Mais tout à fait, vous avez raison. Mais je ne crois pas que rebâtir la citoyenneté ne les intéresse pas. Il faut les responsabiliser. Et quand il y a eu ce qu'on a appelé très pompeusement des émeutes en 2005, si vous en souvenez. On s'en souvient, oui. J'ai été passer 3 semaines dans les 3 villes les plus chaudes à ce moment-là. Et on avait un ministre de l'Intérieur qui nous a parlé de leur envoyer à ces jeunes les grands frères. Oui. Et les grands frères étant les frères musulmans essentiellement. Et les jeunes disaient, mais on n'en veut pas. Et un jour, quand j'étais en train de discuter avec eux, tout d'abord, j'ai oublié de rappeler quand même, mais je crois que ma consoeur le confirmera, c'est que le drame des musulmans en France, c'est qu'ils ne connaissent pas l'islam et qu'ils ne connaissent pas la langue arabe, qui est la langue liturgique de l'islam. Et ça, c'est grave. Et donc, j'ai été les voir, et il y en a un qui était plus âgé que les autres, et qui avait 16 ans, qui m'a dit, mais attendez, monsieur, je crois que vous êtes à côté de la plaque. Et j'étais à côté de la plaque, il a raison. Nous ne voulons pas être différents. Nous voulons être des Français comme vous. Nous avons démissionné nos parents, nous avons démissionné nos maîtres. C'est notre faute. Maintenant, comment redevenir comme vous? C'est ça la difficulté. Et c'est là où je vous rejoins, c'est-à-dire l'intégration et non pas l'assimilation. Loin de là. Quand vous parlez des écoles confessionnelles, madame, Dieu sait que j'en viens. Dieu sait que pour ne pas les mettre dans une école confessionnelle, j'ai mis mes filles à l'alsacienne, qui est normalement laïque. Mais je les ai mises dans une école privée. Mais on m'a fait, en 84, on m'a fait manifester pour l'école libre. Sous-entendu que l'autre ne l'était pas. C'était la plus formidable opération de communication à laquelle j'ai assisté et j'étais convaincu. J'ai manifesté, j'ai battu le pavé.
Et aujourd'hui, je suis de plus en plus pour qu'on reparle non pas de l'éducation nationale, mais de l'instruction publique, de Jules Ferry et du Père Combes et de tout cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'en refaire des écoles d'excellence de la République et qui ont essaimé dans le monde entier à travers l'Alliance française et la mission laïque, dont on a commencé à rogner les ailes pour des petites économies de chandelle du budget. Et je trouve que c'est certainement, avec la défense et la sécurité, oui, la santé et les affaires sociales, certainement ces ministères qui doivent voir leur budget triplé, parce que tout commence à l'école, encore une fois, et de nouveau. Si j'ai les moyens de payer à mes enfants l'école privée, que j'ai envie de le faire, et de les mettre chez les bons pères, chez les bons frères, chez les bonnes sœurs, ça me regarde. Mais je paye plein pot. Oui, il faut préciser que quand même dans les écoles privées en France, elles sont surtout catholiques. Bien entendu, 90% sont catholiques. D'accord. Moi, on est bien d'accord. Juste une question, comment redonner de la citoyenneté donc, à nos frères musulmans? Puisque de ce que vous dites, c'est vraiment reprendre la citoyenneté, mais il n'y a pas que pour eux, il y a aussi pour les autres. Mais madame, il y a une loi républicaine. Il y a une tradition. Et comment on pourrait faire? Alors, vous avez parlé d'altérité. Sujet très intéressant. Je me souviens que moi, dans ma ville, on avait un maire adjoint qui s'occupait de l'altérité et qui a fait quelque chose de très brillant. Comment remettre en place les rythmes scolaires pour des enfants qui sont en échec scolaire mais qui pourraient apprendre de la musique, du dessin, du théâtre. Ah, mais moi, j'ai votre solution, madame. Dans certaines villes ont été supprimées. J'ai votre solution, c'est non, très mais simple. pour tirer tout le monde vers le haut. Non, non, mais bien entendu. Voilà. Moi, j'ai votre solution. Il y a un exemple en Europe que j'ai été visiter parce que j'ai été passé quelque temps. On fait 10 campus universitaires dans les 10 plus grandes villes. On fera 10 autres ensuite. Chaque campus universitaire, donc pensionnat, internat et tout, etc., coûte 150 millions d'euros. Ça fait un budget pour l'État d'1 milliard et demi. C'est tout. D'accord? Vous recevez là énormément d'étudiants, à peu près 200, professionnels, musiciens, arts, mais également fraiseurs, zingueurs et tout, etc. Les professeurs viennent des entreprises, de BTP, d'ébénisterie et tout, etc. Et à ce moment-là, au bout de 3 ans, vous avez un minimum de 85% de CDI. Mais ça, c'est le citoyen qui parle. Je ne suis pas expert. C'est aux Pays-Bas. Et je l'ai visité et j'ai enseigné là-bas à ceux qui voulaient tout simplement devenir traducteurs. Donc, j'ai enseigné le français et l'arabe aussi. Donc, voilà. C'est des idées, mais qui méritent d'être creusées peut-être. Voilà. Vous parlez surtout d'un milieu défavorisé. On va pas seulement, au contraire, puisqu'ils rentrent en CDI dans les entreprises par leurs professeurs. 85% des élèves. 15%. 57% d'échecs scolaires dans nos villes. Ici, oui. Mais je vous dis, avec ça, essayez et vous verrez. Merci. Ben, écoutez, je suis très heureuse d'être parmi vous et d'être auditionnée. C'est la première fois que ça m'arrive. Et je me suis posé la question de ma légitimité à être devant vous pour parler de ces questions. Et je me suis dit que finalement, il y a 10 ans, quand j'ai été élue sénatrice, je ne m'imaginais pas un jour être auditionnée par une commission de ce genre. Donc je remercie la présidente, la rapporteure qui est très intéressée par ces questions et qui insiste lourdement sur ces questions, et je vois qu'elle a raison. Alors j'ai essayé de me rappeler un peu tout ce que j'avais fait pour en arriver là. Et je me suis dit, est-ce que ce sont des questions qui me taraudaient il y a une dizaine d'années? En fait, pas vraiment. Pas vraiment. Et je savais en revanche que la question de l'égalité républicaine, minée par les discriminations, serait au cœur de mon mandat. Ça, je le savais. Mais que la question de l'islam,
Je n'y pensais pas du tout. Et j'ai été, moi, très honorée quand le président du Sénat de l'époque, Poncelet, m'a demandé d'être la marraine de Talents des Cités, et que je suis restée jusqu'à maintenant, et je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses. J'ai été aussi chef de file sur la création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Et à partir de 2008, la question de l'islam est venue sur le tapis. C'est devenu, avec la question de l'identité nationale, c'est devenu une vraie question. Je percevais ça comme identité nationale versus islam. Et donc là, cette question qui commençait à monter m'a intéressée. Et j'ai considéré que je ne pouvais pas rester hors du débat, dans la mesure où je considérais que c'était devenu une question politique. L'islam est devenu une question politique, alors il fallait aussi qu'on s'y intéresse. Et il m'a semblé important qu'il y ait une voix autre, différente, qui ne soit pas celle de fondamentalistes, hein, d'un côté, et de l'autre côté des extrémistes, je vais utiliser le terme une seule fois, islamophobes, qui ont droit à la parole, et qu'il fallait aussi qu'il y ait des gens qui puissent avoir un autre discours. Et parler de l'islam, finalement, en tant que musulmane, serait pour certains versé dans le communautarisme. Et moi, je me demande pourquoi un musulman ne pourrait pas parler de l'islam. J'ai peur de sortir d'ici avec une fiche S. Vous me garantissez que je ne l'aurai pas, hein? Bon, d'accord. Alors, il y a d'un côté les fondamentalistes, de l'autre côté des intégrés. Il y a des radicalités religieuses d'un côté, des radicalités politiques de l'autre. Et donc, au milieu, il y a un vide. Il me semble qu'il y a un vide, et puis il faut le remplir. Et je pense que c'est le fait qu'un certain nombre de musulmans, qu'on appelle entre guillemets modérés, ne se sont pas exprimés, que la nature ayant tellement horreur du vide, que les fondamentalistes y sont rentrés. Donc, j'ai présenté pour parler de ma formation politique, j'ai présenté différentes contributions depuis ce temps à tous les congrès sur Islam et République, Islam et laïcité. Mais bon, je crois que ça n'a pas été lu par beaucoup de monde, à part Laurent Fabius. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'aient lu. Hein, oui, à part lui, c'est déjà pas mal. Hein, pas beaucoup qui l'aient lu. Et donc, dans ma formation politique, on est resté hermétique à ces questions. Complètement hermétique à ces questions. Et donc, j'ai été invitée ailleurs, dans une loge maçonnique. À l'opposé, j'ai été invitée par le père Rouget, Mathieu Rouget, hein, aumônier des parlementaires, pour m'exprimer aux côtés de Monseigneur 23 et auprès de ses paroissiens de ces questions. J'ai écrit, vous l'avez rappelé, un certain nombre d'articles, dont pour des démographes, certaines contributions sur les statistiques ethniques, je suis contre. Hein, et j'ai également participé au groupe de travail qui a été mis en place par le Sénat, qui a été dirigé par Jean Pisani-Ferry, sur la France dans 10 ans. Hein. Et plus récemment, j'ai fait à la Fondapol, etc. Et je suis à l'origine, avec Roger Carucci, de l'intérêt que porte le Sénat aux minorités chrétiennes d'Orient, les minorités chrétiennes et autres d'Orient. Et tout seuls, tous les deux, au début, on était les seuls à s'intéresser à la question, et on se disait que c'est pas possible, à partir du moment où nous voulons que la France soit diverse, nous voulons le respect de la diversité en France, il fallait absolument que nous défendions la diversité au Moyen-Orient, qui est consubstantielle de l'identité de cette région. Et donc avec Roger, on a fait les choses, et puis petit à petit, d'autres collègues se sont agrégés. Aujourd'hui, on est un groupe très, très important. Alors, est-ce que pour autant, ça me donne une légitimité pour parler de l'islam? Théologique, non. Certainement pas. Mais en fait, en revanche, je suis une des rares élues au niveau national qui s'assume comme farouchement républicaine et sereinement musulmane. C'est-à-dire que personnellement, je ne mets pas mon islam dans ma poche. Et je suis en même temps républicaine et laïque. Alors, être laïque et chrétien ou catholique, ça ne pose pas de problème. Être laïque et juif, ça ne pose pas de problème. Être laïque et musulman, il y a déjà une suspicion. Donc, il faut lever tout ça. Hein. Et donc, comme beaucoup d'élus, hein, à la demande d'un certain nombre de concitoyens, je suis saisie d'un certain nombre de problèmes, de questions. Et je suis particulièrement sensible à ces questions, ce qui m'a permis de développer une réflexion à ce sujet. Alors, la place de l'islam en France, d'abord quelques considérations générales. Deuxième religion du livre, je ne vous apprends rien. Je me contenterai de rappeler que l'islam est une religion du livre, que l'islam n'est pas en rupture ni avec le judaïsme ni avec le christianisme, qu'il en est le continuum. Et sur la question que vous posez et la réponse de Sphère, effectivement,
moi, j'aurais fait une autre réponse que la sienne, et je vais vous donner la mienne. L'islam a fait sa renaissance avant son Moyen-Âge. Voilà, hein, c'est la réponse, elle pourrait être là. Alors, l'islam fait partie de ce qu'on appelle le socle abrahamique, et pour illustrer mon propos, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Je suis une élue du 16e arrondissement de Paris, j'habite un immeuble, on va dire bourgeois. Et puis, quand je suis arrivée dans cet immeuble, j'ai une voisine qui a tapé à ma porte et qui m'a dit, vous savez, madame, depuis que vous êtes arrivée, nous sommes un peu gênés. Pourquoi? Ben voilà, nous avons l'habitude de mettre à l'entrée un sapin de Noël pour les enfants. J'ai regardé, j'ai dit, en quoi ça me gêne? Franchement, non. Ah bon, ça ne vous gêne pas? Non, ça ne me gêne pas, vraiment. Puis comme elle n'avait pas l'air trop de me croire, je lui ai dit, mais enfin, madame, Jésus, c'est un de mes prophètes. Elle me regarde et elle me répond, ah bon? Dans un truc très 16e, ah bon? Ah bon? Bah oui, et puis je pouvais en dire plus. Mais oui, Marie, mère de Jésus, a non pas un petit verset, mais une sourate entière dans le Coran. Ah bon? Ah bon? Et là, c'était bizarre parce qu'elle avait le sentiment d'avoir quelque chose de... Tout d'un coup, je lui montrais que nous avions quelque chose en commun. Et ça l'a dérangée. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Hein. Alors, la population musulmane de France est en majorité sunnite, de rite malikite. C'est le rite le plus ouvert. Alors, il y a 4 écoles juridiques de l'islam. C'est 4 grandes écoles qui sont le hanafisme, le shafi'isme, je ne vais pas m'étendre là-dessus, le hanbalisme et le malikite. Le malikite est ce qui est l'Afrique du Nord, un peu l'Afrique subsaharienne, et l'immigration en France est le plus souvent, à 95%, de rite malikite. Et moi, je suis personnellement une héritière d'un islam européen. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qui a été développé dans l'Espagne andalouse. C'est un islam de coexistence, où l'islam a coexisté avec les juifs et les chrétiens. C'est l'islam d'une grande ouverture. C'est la belle période de l'islam. Isabelle la catholique a eu l'idée d'expulser les juifs et les musulmans de son territoire. Ils ont donc irrigué le Maghreb, même un peu plus loin. Et cette civilisation arabo-judéo-islamique a jailli de Cordoue et a irrigué tout ce monde-là. Donc moi, je me revendique comme étant l'héritière d'un islam européen. Et c'est cet islam-là qu'il faut que nous retrouvions. Donc, et nous voyons aujourd'hui, s'il y a une photographie aujourd'hui de ce qui se passe, nous sommes passés d'une civilisation, qui est une civilisation jaillie de Cordoue, donc cette belle civilisation arabo-judéo-islamique, et qui s'est bédouinisée. Et quand je dis bédouinisée, j'ai dit nous sommes en fait devenus les otages impuissants d'une wahhabisation de l'islam dans le monde musulman, et l'Europe est largement gangrénée. On dit souvent qu'il faut déconsulariser l'islam de France, ce qui veut dire libérer l'islam de France de la dépendance des lieux de culte, de la dépendance des pays d'origine. Alors, bien sûr, l'idée est séduisante d'une certaine façon, mais l'islam déconsularisé existe déjà. C'est celui de l'islam autoprogrammé, des imams autoproclamés, ceux qui financés par les organisations caritatives du Moyen-Orient, bien évidemment. Et je précise, pas par le régime, parce qu'il faut faire une différence. Quand on dit c'est financé par les Saoudiens, il faut faire une différence entre le régime et les organisations. Juste un petit rappel, l'Arabie saoudite, à un moment dans son histoire, a séparé son pouvoir entre le pouvoir religieux. Le pouvoir religieux fiche la paix au pouvoir politique dans la mesure où il est libre. Donc il y a le pouvoir religieux et le régime saoudien. Donc les Saouds ont délégué la question de l'islam aux tenants de Wahhab. Et donc c'est ces groupes-là qui, grâce à la zakat, je reviendrai plus loin sur la zakat, c'est-à-dire l'aumône légale, ont des moyens considérables. Alors des moyens considérables qui tiennent à, évidemment, un peu les pétrodollars, hein, et une masse musulmane, ça a été dit par Sphère, qui finalement est ignorante. Donc c'est facile. Hein. Alors ça a réduit l'islam dans le monde, hein, en France et en France aussi, ça a réduit l'islam à une chose binaire. C'est haram, c'est halal. C'est-à-dire, c'est licite, c'est illicite.
L'islam a perdu de sa verticalité, a perdu de sa spiritualité. Et rien n'est plus dangereux pour une religion que de perdre cette verticalité. Donc ça, et je considère, moi, que la wahhabisation de l'islam est une catastrophe, car c'est un cancer qui ronge l'islam sunnite et qui touche à présent nos quartiers. Donc voilà pour la place, les considérations générales. Maintenant, la place démographique. La place démographique, l'INED et l'INSEE, c'est toujours difficile de parler religion dans des enquêtes, mais je ne sais pas comment ils se sont arrangés, ça peut-être qu'il faudrait les entendre, sur la place démographique, donne un résultat, l'islam deuxième religion de France, avec 8% de personnes répondant être musulmanes parmi les 18-50 ans. De ce résultat, on peut extrapoler un niveau de personnes se revendiquant de l'islam, à 4 millions de personnes, autour des 4 millions de personnes en France. C'est l'INED et l'INSEE. Vous les interrogerez, vous demanderez leur méthode de calcul. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai pu lire. Je ne suis pas allée compter. Hein. La place médiatique qu'occupe l'islam est une médiatisation caricaturale. On reproche souvent aux musulmans modérés, entre guillemets, leur silence. Mais c'est en réalité une construction médiatique. Les grands médias s'entêtent à inviter sur leur plateau ce que moi j'appelle des analphabètes bilingues. Et donc, on nous dit, ils vous représentent. Donc, je ne vais pas citer de nom, ça n'a aucun intérêt, mais quand on me dit, Caroline Fourest me dit, oui, mais quand ils passent à la télé, ils font baisser le racisme, moi je dis, s'ils font baisser le racisme d'un côté, ils augmentent de 1000% la honte et de 2000% l'humiliation des musulmans de France. Se sentir représenté par ça, c'est juste pas possible, quoi. Si on voulait humilier les musulmans, on s'y prendrait pas mieux. Donc voilà, les médias, bien sûr, formatent les représentations. Par exemple, un exemple tout simple, dans les feuilletons qui sont par nature récurrents, le voyou, le violeur, le voleur, il est plus souvent arabe ou noir. Le médecin, il est toujours blanc. Et quand nos concitoyens vont à l'hôpital, dans les urgences notamment, le médecin, il est souvent noir. Il est plus souvent noir ou arabe, hein, à cause du budget de la sécurité sociale, parce qu'ils deviennent les variables du budget de l'hôpital. Donc il y a une question de formatage des représentations, et les médias, me semble-t-il, ont une responsabilité éminente. Alors, après, il y a tous ces couscoussiers là qu'on voit dans nos banlieues, là, hein, comment on appelle ça, hein, non, pas les kebabs, comment on appelle ça, non, quand on capte, les grandes antennes paraboliques, j'appelle ça les couscoussiers, les paraboles, les antennes paraboliques. Alors les antennes paraboliques, juste pour vous dire, il y a une seule... Oui. Il y a une seule chaîne francophone qui parle de l'islam, et c'est la chaîne Iqra, qui est une chaîne saoudienne. Iqra, ça veut dire lire. Lire étant le premier verset du Coran, un des premiers versets du Coran. Donc c'est cette chaîne-là qui diffuse en français, donc dans les familles. Et il y a en plus une 150aine de chaînes qui diffusent en arabe et qui peuvent être captées dans nos banlieues. Donc quand on se demande pourquoi on a déformé un certain nombre de choses, l'identité même française, à partir du vestimentaire, il ne faut pas trop s'étonner. Hein, il y a une forme de mimétisme qui se fait, notamment les femmes qui sont seules et qui regardent la télévision, ben voilà, elles voient ça. Et donc, moi, j'ai essayé d'apporter mon soutien à une chaîne française, faite par des Français, financée par des Français. Eh ben non, c'est pas possible. Ça n'a pas été possible parce que les moyens manquent et les banques ne veulent pas assurer la partie qu'elles devraient assurer sur le sujet. Donc, il n'a pas été. C'est une chaîne dont le nom était Mitarq. Mitarq, ça veut dire la charte entre nous, de républicains. Et cette chaîne n'a jamais vu le jour. La place culturelle, maintenant. Puisque votre groupe, hein, c'est la place, l'organisation et le financement de l'Islam de France. La place culturelle. Alors, il y a des efforts qui ont été faits par les grandes institutions culturelles pour promouvoir les arts et les cultures d'islam. Je pense à l'Institut Monde Arabe, et je rends vraiment là un hommage à Jacques Lang parce qu'il a fait un travail remarquable, vraiment remarquable, à la tête de cet institut, mais aussi le Louvre,
qui a fait une très très belle exposition sur le Maroc récemment, Arte, qui a fait une série passionnante sur le Coran, et une des plus prestigieuses maisons de livres d'art, qui s'appelle les éditions d'art Diane de Seyers, a fait la traduction d'un ouvrage absolument remarquable, qui est un ouvrage persan, le Cantique des Cantiques, et qu'elle a appelé, oui, le Cantique des oiseaux, le Cantique des oiseaux de Attar, qui est absolument une pure merveille, dans lequel on voit, c'est-à-dire des illustrations perses, et où on voit le visage du prophète. Incroyable, mais vrai. Magnifique ouvrage, et où ces œuvres d'art sont semble-t-il, dans les grands musées de Téhéran. Donc quand on vient nous dire la photographie, pas la photographie, il faudrait regarder un petit peu là-dessus. Alors, mais le bruit dominant, quand même, est occupé par une islamophobie savante, qui consiste à dire que le monde musulman n'a rien apporté au monde. Ça existe aussi. En réponse, on voit se développer en matière culturelle des tribunes pour montrer ce que l'islam a apporté au monde. Et on pourrait aussi souligner qu'en mettant en avant des télépolémistes comme Rick Zemmour, par exemple, les médias ont finalement accrédité l'idée que l'islam n'existe que dans sa radicalité ou dans sa médiocrité. Alors, quand on parle dans la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes, nous avons ressenti une chose qui était l'humiliation des musulmans. Donc là, voilà, bon. La place intellectuelle maintenant. L'an dernier, j'ai conduit à l'Élysée une délégation d'une dizaine d'intellectuels de très haut niveau qui se reconnaissent tous dans la sphère de l'islam. Et il y avait des demandes sur la citoyenneté, sur la place de la visibilité, sur un certain nombre de questions. Et puis, quelques-uns ont proposé la création au Collège de France d'une chaire provisoire de 2 ans où la philosophie interrogerait la théologie, interrogerait la linguistique, interrogerait la mathématique, pour pouvoir reconstruire un discours sur l'islam qui serait un contre-discours face aux salafistes et qui serait un discours qu'on retrouverait de cet islam européen dont je vous parlais tout à l'heure. Ça a séduit, l'idée a séduit. Quelques mois après, on voit apparaître, j'ai vu apparaître dans la presse, la création d'une chaire au Collège de France intitulée « Le Coran, manuscrit ancien ». Voilà, ça, franchement, c'est fait à Beyrouth, c'est fait en Iran, c'est fait partout. On n'avait pas besoin de ça en France. On avait besoin d'autre chose. Donc, les personnes qui ont derrière exécuté la commande, je vous laisse. Voilà. Donc, on n'a pas été entendu pour élaborer un discours qui aurait pu servir ou qui peut servir dans l'avenir. Alors maintenant, la place politique. Alors, la configuration du modèle français est un modèle qui est quand même peut-être, je ne vais pas dire bloquant, mais qui est un modèle particulier. On a une droite qui est formatée, bouche sur les oreilles, qui est formatée par le nationalisme et qui a quelques petits problèmes avec l'étranger, donc avec l'immigré. Mais il y en a autant pour la gauche, rassure-toi. J'équilibre toujours. Et on a une gauche qui a été formatée contre l'Église, qui n'aime pas les croyants, donc les musulmans. Et dans tout ça, je ne sais pas où on peut trouver une place. Et en politique, le citoyen de confession musulmane, il a l'impression, pour répondre à la question de tout à l'heure, a l'impression d'être l'objet d'une farce où alterne d'un côté la gauche, pour la gauche une variable d'ajustement parce qu'elle est en mal d'électeurs et qui cherche à canaliser certains mécontentements, et tantôt repoussoir pour une droite qui est soucieuse de donner des gages à son électorat le plus radical. D'où le danger, quand on ne se retrouve pas ni dans un courant ni dans l'autre, d'où le danger de voir apparaître des listes communautaires appelées en ce moment juste listes citoyennes. Et c'est un vrai danger. Se surajoute à ça le fait que beaucoup d'élus ont reconstitué ce que j'appelle le caïda colonial, en confiant à une personne ou 2 personnes dans la cité les rapports avec la communauté. Moyennant un logement, moyennant un petit boulot, etc., on le charge. Moyennant quoi l'élu n'est pas au courant de ce qui s'y passe. Il n'est au courant que quand les problèmes sont là et qu'ils sont lourds. Donc ça se voit partout, la droite et la gauche.
Et ça pose un véritable problème. Tout à l'heure, tu as posé la question de la citoyenneté. Sphère, tu as répondu sur SOS Racisme. Moi, je vais répondre à cette question. SOS Racisme a été la bonne conscience de la gauche. Hein, c'est la bonne conscience de la gauche. Il fallait faire des grands concerts pour calmer le jeu, mais en fait, on n'a jamais rien fait. Alors, je ne suis pas contre l'antiracisme, il faut. Mais entre l'antiracisme et la lutte pour l'égalité ou la lutte contre les discriminations, c'est des choses différentes et c'est des outils différents. Et ça dépasse le cadre d'un quinquennat. C'est dans la durée. Parce que c'est une ingénierie qui est fine, qui est longue et qui est importante. Donc là, moi je considère que de mon côté, de mon point de vue, et je le dis, je n'ai pas de problème à le dire, que l'antiracisme a été la bonne conscience de la gauche, notamment SOS Racisme. Et après, quand on nous a mis les garçons avec SOS Racisme, quelques dizaines d'années après, ou je ne sais plus combien d'années après, on a voulu nous coller les filles avec ni pute ni soumise. Hein. Donc c'était la même chose, mais c'était version fille. Hein. Voilà, donc d'où tout ça. D'où la difficulté de faire vivre la primauté de la citoyenneté sur l'identité. Et quand en plus, là je ne vais pas me faire que des amis, mais là quand en plus on veut constitutionnaliser la déchéance de nationalité, dans nationalité il y a nation, quand il y a nation il y a identité. Donc on constitutionnalise quelque part une idée de l'identité française. Donc après vous vous posez des questions pour savoir ce qui se passe dans les quartiers. Hein. Alors maintenant j'en viens à la partie organisation et financement. On s'interroge toujours sur la compatibilité de l'islam avec la République. Mais cette question, elle est toujours posée de manière unilatérale et dans un sens. Alors, moi, je vais faire, quitte à être provocatrice et puis à mériter ma fiche S, je vais poser la question dans un autre sens. Est-ce que, en quoi, le cadre républicain est compatible avec les dogmes de l'islam? Et on va les dérouler et on va s'expliquer. Pour faire simple, l'islam repose sur 5 piliers et quelques prescriptions qui pourraient impacter la société. Alors, je vous propose d'aborder la question comme ça. Les 5 piliers sont la shahada, la profession de foi, la prière, le pèlerinage, l'aumône et le ramadan. La shahada, c'est la profession de foi, c'est du domaine de l'intime. Cela n'entrave pas le cadre républicain. L'aumône légale, appelée zakat, on ne voit pas comment les gens qui seraient charitables, ça viendrait entraver le cadre républicain. Le pèlerinage n'est pas non plus une remise en cause de la République. Hein, c'est par ailleurs un enjeu économique de taille. Important, entre guillemets, une réglementation existe sur le sujet. C'est la réglementation européenne des voyages à forfait, mais son application n'a pas été évaluée. Et près de 25 000 Français partent au pèlerinage tous les ans. Ils consacrent un budget moyen de 4 000 €. Certains y consacrent l'économie d'une vie. Et des déceptions sont graves quant au sérieux des tours opérateurs qui existent et qui s'occupent de ces questions. Donc il y aurait peut-être là moyen de regarder ça d'un peu plus près. La prière, et notamment la prière collective du vendredi, a posé quelques problèmes, c'est notamment les prières de rue, mais ça me semble quasiment réglé. Et en quoi la prière dans des lieux de culte viendrait être une entrave à nos principes et à la République? Pas du tout. Mais en revanche, le financement de la construction des lieux de culte soulève une série de questions liées à la compatibilité avec la loi de 1905. On y reviendra après. Le ramadan, qui est une période de jeûne, qui est de plus en plus suivie, pose la question d'un absentéisme pour les jours fériés. Il y a en islam 2 jours fériés canoniques. C'est la fête de l'Aïd à la fin du ramadan et la fête du grand Aïd, quelques 40 jours ou 50 jours après. En quoi ça peut gêner? Dans l'entreprise, ça ne gêne pas, puisque les RTT, on dépose une RTT pour ce jour-là, et puis voilà, ça se passe plus ou moins de manière intelligente. Donc après, il y a l'école. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être une circulaire demandant qu'on ne mette pas d'examen le jour des fêtes religieuses importantes, et ça peut se régler de cette manière-là. Hein, pardon ? Oui, voilà, et ça peut se régler de cette manière-là. Donc ça ne pose pas de problème réel. Alors, il y a à ces 5 piliers, il faut rajouter une prescription forte pour les croyants, qui est de nature cultuelle et culturelle, qui est la non-consommation de porc et de viande halal. Ça peut impacter la vie en société, notamment dans les cantines scolaires. Alors, il faut qu'on soit clair. Moi, j'entends souvent dire les gens « Ah oui, mais ils mangent halal ». Non,
On mange cachère, parce qu'il y a des prescriptions qui sont complexes, hein, qui doivent être bien respectées, mais on ne mange pas halal. C'est la viande qui est halal, qui est licite ou illicite, c'est la viande. Donc on mange, voilà, c'est la viande, uniquement la viande. Il n'y a rien dans les autres prescriptions, à part le porc, il n'y a absolument rien. Donc ça se règle de manière assez facile avec un self-service ou avec un repas de substitution où on met un steak de soja, des œufs, du poisson. Point. Voilà. Et c'est relativement facile. Alors, vu sous l'angle des 5 piliers et des interdits alimentaires, la pratique de l'islam ne pose au cadre républicain pas des problèmes majeurs. Alors, il existe bien sûr le problème du voile, hein, qui empoisonne et qui pollue le débat, mais le voile n'est pas une prescription coranique. Il est le symbole d'autre chose. Hein, et enfin, le dernier point que je voulais soulever, c'est le point des carrés confessionnels. À ma connaissance, il existe un seul cimetière musulman et puis quelques carrés confessionnels. Il y a un rite particulier pour l'islam, et donc il y a 80% des gens qui demandent à être enterrés dans le pays d'origine, mais c'est souvent la génération passée, parce qu'il y a eu le mythe du retour, etc. Donc, pour qu'un musulman, un jeune musulman qui a tout le temps vécu ici, soit enterré selon le rite musulman, ça ne pose pas d'énormes problèmes. Je pense qu'il peut y avoir des accords dans les collectivités. On n'a pas le droit de séparer dans les cimetières. Je pense que regrouper ne devrait pas poser de problème. Et moi, je pense que c'est au moment de la mort, finalement, du musulman que le cadre républicain est le moins compatible. Donc je pense que là, il y a peut-être un petit effort à faire. Et au moment de la mort, il faut pouvoir que le musulman puisse être enterré ici, parce que c'est l'intégration par la terre. Et ça me semble un symbole extrêmement fort, extrêmement important, parce que Nazim Hikmet, ce grand poète turc, disait la chose suivante: 2 visions s'offrent au mourant, le visage de sa mère et les rues dans laquelle il a vécu. Et donc le fait que le musulman soit enterré là où il a vécu me semble de nature symbolique très forte, c'est l'acceptation par la terre. Et je pense que là, on peut faire un peu quelques efforts. Alors, le financement à proprement dit. Le financement franco-français du culte avec la zakat et ainsi que l'organisation de la filière halal me semble possible. Alors, je vais décliner. Arrêtons-nous sur la zakat, c'est l'aumône légale. Alors, cette aumône légale, c'est un montant symbolique qui doit être donné le jour de la fête de l'Aïd, du Ramadan. C'est vraiment un petit montant qui est obligatoire et qui est juste symbolique, qui doit permettre à tous les musulmans de pouvoir fêter la fête, pouvoir ce jour-là être à l'unisson des autres et pouvoir les nécessiteux puissent la fêter convenablement. Donc on dit, on sort la zakat avant la prière du matin. Bon, ça c'est une chose, c'est pas beaucoup, mais c'est symbolique. La deuxième chose, c'est le pourcentage qu'un musulman doit donner sur l'argent qu'il possède. Donc l'argent qu'il possède en poche, à la banque, au coffre, il doit faire le calcul. Et il doit donner 2,5% de cette somme qui doit sortir en aumône légale. On dit sortir les zakat. Ça doit sortir. Se surajoute à ça le montant des intérêts si jamais il a déposé de l'argent sur son livret A et qu'il y a des intérêts. Les intérêts, vous savez, c'est l'usure et en islam, ça n'est pas accepté. Et on pourrait là, il y a une question un peu de finance islamique, on pourrait dire affirmer que les principes de la finance islamique, finalement, s'inscrivent pleinement dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, et principes éthiques qu'on essaie d'insuffler, finalement, dans la sphère financière. Alors, il s'agit de montants, finalement, si on les met bout à bout, qui sont considérables, et ça n'est pas du tout à opposer aux impôts. L'impôt est quelque chose qu'on paye, l'impôt républicain est quelque chose qu'on paye parce qu'on a un service qui est rendu. Les routes, l'école, la santé, etc. Donc c'est en plus de l'impôt républicain. Et ça ne se confond pas avec l'impôt républicain. Alors, le halal, qui est aujourd'hui une activité mal réglementée et peu contrôlée. La définition de la norme halal est attendue par les concitoyens de confession musulmane. Ils veulent être sûrs de manger licite. Donc ce n'est pas seulement un enjeu religieux, c'est aussi un enjeu lié au droit à l'information des consommateurs qui ne veulent pas manger halal.
Donc il devrait y avoir une obligation d'information du consommateur, un respect des règles sanitaires bien évidemment, mais c'est aussi une question économique très très puissante, puisque la grande majorité, par exemple, des poulets qui sont consommés à la Mecque pendant la période du pèlerinage, et c'est quelques millions de personnes, viennent de France. C'est une filière française. Donc c'est un enjeu économique. Donc la dîme qui pourrait être prélevée sur le kilo de viande halal pourrait être reversée à la Fondation des œuvres de l'islam, de même que cette fondation pourrait être en mesure de recevoir les donations des fidèles. Encore faut-il qu'elle s'en donne les moyens. Je pense que la Fondation de lutte contre le cancer se donne les moyens et qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres plein de choses qui nous disent, ben voilà, est-ce que vous voulez donner? La Fondation des œuvres de l'islam, moi, j'ai pas vu le boulot qu'elle faisait en direction des musulmans, en expliquant ce pourquoi elle a été créée, qui était une très bonne idée. Je pense que c'est Madame Alioumari qui avait créé cette, ou Villepin qui avait créé cette, hein, c'était Villepin qui avait créé ça, une très très bonne idée. Ça pourrait être une fondation qui, comme les fondations de lutte contre le cancer, pourrait s'adresser aux musulmans en expliquant, voilà ce que nous faisons. Nous participons à favoriser l'islam culturel. Est-ce que vous ne voulez pas nous donner la zakat, par exemple, hein? Et donc, je pense que le financement existe en dehors de l'étranger. Il faut simplement nous donner les moyens, et puis peut-être qu'à la tête de cette structure, pourquoi on ne mettrait pas un banquier? Quelqu'un qui va chercher le pognon, quoi. Enfin, oui. Alors, je n'ai pas évoqué la question, mais il y a des jeunes banquiers musulmans, hein, ça existe, hein. Bon, hein, je n'ai pas évoqué la question du CFCM et de la représentativité parce que je pense que ces questions, vous avez dû les entendre plus d'une fois, hein. Alors, la compatibilité de l'islam et de la République prise sous l'angle de la vision d'un musulman sérieux, désireux de pratiquer son culte, ne me pose pas de problème, à part les petites choses dont j'ai parlé. Alors, bien sûr, j'aimerais terminer par, à moins qu'on ne veuille faire de l'islam une matière inflammable. Et ça, on est un peu habitué du fait, hein, voilà. Alors moi, je voudrais quand même vous dire, pour conclure mon propos, que la dédiabolisation de l'islam est quand même le test de crédibilité de notre République laïque. Et nous devons être capables de lutter contre l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques sans stigmatiser les musulmans et donner à chacun les moyens d'exercer dignement sa pratique religieuse sans transiger sur la laïcité. La ligne de conduite qui doit être la nôtre, elle est aussi simple sur le plan théorique qu'elle est exigeante dans la pratique. Pour moi, la loi doit protéger la foi aussi longtemps que la foi ne prétendra pas dire la loi. Donc les musulmans de France ont surtout besoin d'être considérés comme citoyens à part entière et pas comme des citoyens à part, d'autant que selon un principe tiré de la philosophie du droit musulman, la règle qui s'applique aux croyants dans un pays non musulman est la règle du pays d'accueil. Enfin, l'islam de France est lié à une histoire coloniale, et en cela, l'islam est porteur d'une histoire récente, douloureuse, la décolonisation d'une langue, l'arabe, de rituels dont on a parlé, de traditions, le poids du bled, hein, quand même, hein, la spiritualité. Il est aussi le vecteur actuellement de recomposition identitaire. Et donc, afin que l'islam se recentre sur sa dimension spirituelle, il est essentiel, me semble-t-il, d'empêcher l'instrumentalisation de l'islam, aussi bien par les intégristes que par les islamophobes, hein, je vais utiliser le mot quand même une fois. Ces derniers se nourrissent l'un de l'autre et cannibalisent l'espace médiatique. L'islam est devenu un sujet politique, on doit savoir en parler, et je remercie cette commission d'ouvrir le débat sur le sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations, toutes ces précisions. Donc nous allons consacrer un peu de temps pour questions-réponses. Je ne sais pas si Madame le rapporteur, Monsieur le co-rapporteur, vous avez des questions aussi. Je donnerai la parole à mes collègues s'ils le souhaitent. Moi, j'ai juste quelques précisions. D'abord, je voudrais remercier Barry Zaccari pour son intervention, en rappelant quand même, parce que tout ça est enregistré et c'est bien que les choses soient dites, cette mission est née dans l'esprit d'André Reichardt et de moi-même après la première mission que nous avons faite ensemble.
Et on en a longuement parlé avec Barry Zacharie, notamment en termes d'opportunité, parce que c'est un sujet que nous avions envisagé dès avril, mais il a fallu que tout ça mature, parce que comme Barry Zacharie l'a dit, c'est un sujet un peu difficile. Donc on a quelques minutes. Je voudrais juste apporter quelques précisions à ce qui a été dit, parce qu'on risque d'y revenir. Il se trouve que je reviens d'une mission en Arabie Saoudite, donc c'est juste deux précisions. D'abord, la zakat, la charité, est désormais interdite en Arabie Saoudite de façon à pouvoir contrôler les flux financiers qui en résultent. Alors, on ne peut pas interdire la zakat. C'est un pilier canonique. Oui, mais non, mais attends, elle est interdite en ce moment dans les lieux publics. Elle est absolument interdite. Elle est interdite dans les lieux publics. Alors, elle est organisée probablement autrement, mais elle est comme ça. En ce qui concerne les pèlerinages, il y a 47 maintenant agences de tourisme qui sont autorisées à faire le pèlerinage, à organiser le pèlerinage. Elles doivent recevoir un agrément, et si elles dérogent aux règles déontologiques, précisément pour ne pas gêner les pèlerins ou les décevoir, parce que c'est un acte fondamental de la vie du musulman, les autorités saoudiennes, et notamment le ministère du pèlerinage, qui est quand même le ministère d'1,5 milliard de personnes, retirera les agréments. Donc ça, c'est une certitude. Ça nous a été dit par le ministre du pèlerinage et par le gouverneur de la Mecque la semaine dernière. Et donc, il y a tout ce contrôle des flux financiers. Voilà. Et en ce qui concerne la Fondation pour les œuvres de l'islam de France, ce sera l'objet d'une de nos prochaines auditions. Le halal va être un morceau de choix aussi de nos auditions, Madame la Présidente, je pense. Et donc, l'audition de Barry Zacharie aujourd'hui est en fait une audition fondatrice, puisqu'elle va soulever l'ensemble des questions auxquelles nous avons la prétention de vouloir apporter, en tous les cas, des réponses. Voilà, donc merci beaucoup pour cette brillante prestation. Monsieur Richard. Oui, moi je voudrais d'abord également remercier Bariza pour cette très bonne intervention, et notamment cette présentation de l'islam en France, telle que tu as bien voulu la compartimenter dans ses différentes parties. Ça me paraît particulièrement exhaustif. Moi, je voudrais vraiment poser une question très directe. Tu as notamment terminé, Bariza, en disant que, bien entendu, il faut s'opposer à l'instrumentalisation, c'est les termes que tu as utilisés, hein, de l'islam. Et ça me permet de rebondir sur une question que j'ai depuis le début de nos travaux. On n'en est pas très loin, hein, dans ces travaux de la mission. On a commencé par entendre le représentant du bureau des cultes, enfin donc le ministère de l'Intérieur. Ensuite, ça c'était la première audition, c'était la semaine dernière, et cette semaine nous avons eu, outre une journaliste, malheureusement j'ai pas pu participer à son audition, puis Antoine Sfer et toi-même. Bon, j'ai quand même, en ayant été particulièrement attentif à ce que nous a dit Antoine Sfer, j'ai quand même noté que globalement, il mettait beaucoup l'accent sur des problèmes sociaux, je vais le dire comme ça. On peut aller un peu plus loin, sociaux, culturels presque, des communautés musulmanes dans ce pays. C'était d'ailleurs tout à fait intéressant aussi, bien. Mais finalement, après réflexion, j'ai pas le sentiment qu'il nous ait beaucoup parlé de l'islam. Voilà. Et toi, tu parles de l'islam. Voilà. Donc c'est pour ça que je voudrais te remercier. Non, mais c'est le sujet. Mais tu as bien compris que ce qui nous importe surtout, c'est quel est le rôle de l'islam dans les difficultés que l'on connaît à l'heure actuelle, notamment avec cette montée absolument terrible du communautarisme d'un certain nombre de communautés, heureusement pas toutes, hein, et derrière, bien sûr, les départs de candidats, d'apprentis djihadistes, et puis maintenant, ces drames tout à fait terribles que constituent ces attaques terroristes. Est-ce que tu peux peut-être approfondir un peu cette question du rôle, selon toi, que joue
ou ne joue pas, puisque tu as parlé d'instrumentalisation, l'islam dans notre pays à cet égard. Tu en penses quoi? Est-ce que, pour faire simple, je caricature, j'étais à une conférence, je ne vais pas être trop long, hein, j'étais à une conférence il y a 2 matins à Strasbourg, à l'occasion du premier anniversaire des événements tragiques de Charlie, respectivement de l'hypercacher. Et un des représentants musulmans à la table ronde disait, mais finalement, le problème du terrorisme est un problème politique et pas du tout religieux. Politique et pas du tout religieux. Quasiment, Bariza, il en était à nier le rôle que pourrait avoir l'islam dans cette montée des ou du communautarisme, respectivement, des départs vers le djihad, etc. Il mettait l'accent sur l'énorme précarité dans lesquelles se trouvaient à l'heure actuelle ces communautés musulmanes. Enfin bref, ce que nous a tout à l'heure présenté très magnifiquement donc Antoine Sfer. Donc je voudrais que tu puisses peut-être approfondir un petit peu cette question. Je répète, voilà, maladroitement présenté. Selon toi, quel est le rôle de l'islam dans cette radicalisation, dans cette montée des communautarismes? Est-ce que vraiment tu vois, voilà, est-ce que tu penses que l'islam, tel que tu me l'as présenté en France, je dis bien la religion, voilà, joue un rôle, ou non, tu vois, voilà. Deuxièmement, et ça va aller beaucoup plus vite, vraiment, moi j'ai été surpris par ce que tu disais. J'essaie de retrouver voilà, l'islam, voilà, parce que tu as dit l'islam n'existerait que dans la radicalité ou la médiocrité. Comment se fait-il que dans ce pays, semble-t-il, contrairement à d'autres pays tels que par exemple le Royaume-Uni ou l'Allemagne que je connais bien, il n'y ait pas vraiment d'élite musulmane qui puisse jouer les premiers rôles pour tirer vers le haut cette religion qui à l'heure actuelle est considérée comme tu viens de le dire. Voilà. Tu as compris que c'est fondamental d'avoir des gens qui puissent tirer vers le haut. Alors, à la deuxième question qui est plus facile, je vais d'abord répondre que est-ce que je vous demande de répondre à ma question. Est-ce que vous me voyez beaucoup sur les plateaux télé? Non. Je pense pas. Non. Je ne suis jamais invitée sur les plateaux télé. Et je vais vous raconter une anecdote, parce que je représente ce qui n'est pas dans la ligne. N'est pas dans la ligne. Je vais vous raconter une anecdote qui est tout à fait parlante. Un jour, je suis, comme on dit, castée pour une émission de télévision, une grande émission du soir. Et on me dit, qu'est-ce que vous pensez de tel sujet sur l'islam, etc. Donc je réponds. Puis on me dit, on vous rappelle pour le maquillage, pour vous dire, etc. On ne me rappelle jamais. Et je regarde par curiosité qui on a choisi à ma place. Et ben c'est la catégorie des analphabètes bilingues. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis représentée par ça. Donc on ne nous tend pas le micro. On ne nous tend pas le micro. Ça, je le dis haut et fort. Nous avons créé, pour essayer de nous faire entendre, parce que l'élite qui se reconnaît dans la sphère de l'islam, l'élite républicaine qui se reconnaît dans la sphère de l'islam, il y en a plein les tiroirs, depuis des normaliens, des polytechniciens, des énarques, des ingénieurs, des avocats, et nous avons été obligés de créer un club pour exister. Le club 21e siècle, qui a fourni plusieurs ministres d'ailleurs. Donc, dans la sphère économique, nous sommes représentés parce que, comme dirait un ministre libéral, moi, j'ai pas de problème avec la couleur de peau ni avec la religion, tant qu'il y a les compétences. Mais ce n'est pas le cas dans la sphère politique, dans la sphère citoyenne et dans la sphère médiatique. Je suis au comité d'éthique, comme les journalistes et les médias, je les interpelle souvent et que j'ai présenté quelques amendements pour qu'on regarde quand même la question de la diversité à l'écran parce qu'ils formatent les représentations. Il y a quelques patrons de chaînes qui se sont intéressés à moi, mais ils se sont intéressés à moi non pas pour que je sois à l'écran, mais que pour que je les aide à changer les mentalités au sein de la télévision. Donc je suis membre du comité d'éthique de BFM TV. Et depuis, on a fait des progrès. Il y a des visages nouveaux.
Et quand quelqu'un dans les quartiers ne se sent représenté par personne, qu'il n'y a pas de visage, qu'il n'y a pas de modèle, positif d'identification. Il ne peut pas toujours s'identifier à Zidane. Il ne peut pas toujours s'identifier à Jamel Debbouze. C'est pas possible. Ça, c'est du talent pur. Il a besoin de s'identifier peut-être au médecin qui passera à la télévision, peut-être à l'avocat qui pourra passer à la télévision, à l'enseignant. Donc il n'y a pas ça. L'élite existe. Elle est exceptionnelle. Elle est brillante, brillantissime. Elle a dû se battre. Hein, et puis au bout d'un moment, moi ce que je dis quand je parle de mon propre parcours, je dis, moi ici, mes collègues ont reconnu mes compétences, quand j'ai présidé les débats, ont reconnu mes compétences et oublié mon appartenance. Mais encore faut-il qu'on vous tende la main, qu'on vous tende le micro, qu'on vous dise que tu existes. Donc le problème, il est là, c'est un problème de visibilité. De visibilité. Ils ne sont pas visibles, donc ils n'existent pas. Donc ils sont médiocres ou inexistants, ou radicaux. Et pendant ce temps-là, qui prend les écrans? C'est les radicaux. Les radicaux, on va les interroger. Ils vont sur les plateaux télévision. Et donc ce sont ceux-là qui sont censés être les musulmans de France. Et donc, bien évidemment, on peut penser que l'islam n'existe que dans sa radicalité et dans sa médiocrité, parce que cela représente et la radicalité et la médiocrité. Voilà, donc... alors, sur la deuxième question, la première question, une question qui est plus difficile. À la commission d'enquête sur le réseau djihadiste, on a quand même tiré la conclusion que si tous les gens qui étaient... Il y a une question des discriminations qui existent. À l'évidence, les discriminations sont des morts sociales. Ça existe. Mais si tous les gens qui étaient discriminés, qui n'avaient pas de boulot, allaient au djihad, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc il y a autre chose. Et le autre chose, c'est justement cette humiliation des musulmans du monde. Parce que les gens qui vont chez Daesh, là, ils viennent de Nouvelle-Zélande, ils viennent d'Australie, ils viennent d'Angleterre, ils viennent d'Espagne, ils viennent du Maroc, ils viennent de partout. Donc il y a un problème. Outre la question, Daesh recrute plus que les entreprises françaises. Il y a autre chose. Il y a une question d'humiliation. Et quand, dans le logiciel d'un musulman, on a détruit Bagdad et qu'on détruit Damas, c'est comme si on tuait une deuxième fois les Omeyyades et les Abbassides, la belle période de l'islam. Quelque part, on lui dit, tu n'as pas existé, tu n'as jamais existé, tu es moins que rien. Et donc il y a ce ressort qui joue. Donc je ne pense pas que les conditions de vie, je pense que les conditions de vie, c'est un terreau, parce que les gens qui sont inactifs, qui ne travaillent pas, ils sont plus facilement identifiables et on peut plus facilement leur monter le bourrichon que ceux qui bossent, ceux qui sont occupés, etc. Il y a peut-être un aspect, mais ce n'est pas l'aspect principal. Il y a autre chose. Et je pense que ça, il faut quand même qu'on l'étudie. Et qu'est-ce qu'on fait des 50% de convertis? Et il y a les 50% de convertis qui ont... Alors il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a la question de l'idéologie. Nous, dans notre jeunesse, il y avait des idéologies, il y avait plusieurs idéologies sur le marché. Et on allait là où ça nous correspondait. Aujourd'hui, les idéologies sont tombées, il n'y a plus de sens. On ne donne plus de sens à la vie, on ne donne plus de sens aux jeunes, on ne donne plus de sens à l'avenir. Et bien là, c'est ce que disait Roy, quand même un grand spécialiste, il disait la seule idéologie sur le marché aujourd'hui, c'est Daesh. C'est quand même grave. C'est quand même gravissime. Donc donner du sens. Ils cherchent, je pense que ces convertis cherchent du sens, cherchent une chaleur humaine qu'ils n'ont peut-être pas dans leur vie familiale parce que les familles sont composées, décomposées, recomposées. On cherche du sens. Je ne suis pas une spécialiste, mais c'est en termes de ressenti. Voilà ce que je peux vous apporter comme réponse. Oui, rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites. Concernant les chaînes de télévision, moi j'avais remarqué une émission qui était très importante, qui se déroulait le dimanche matin sur la 2, donc une chaîne publique, qui était justement l'histoire de l'islam, mais pas qu'en France, son histoire tout court. Et j'avais trouvé cette émission intéressante. Et en fait, je m'aperçois dans ce que tu dis que les intellectuels sont toujours mis de côté quand la religion est en question.
Je me souviens des années 90 en Algérie, où on égorgeait les femmes et les enfants, et tout ce qui était médecin, instituteur, par rapport au code de la famille qui avait fait un grand bouleversement en Algérie. Alors, ma question, elle est simple. Dans les 5 piliers, sur la zaquette, c'est ça? La zaquette, oui. Zaquette, voilà, la zaquette. Nous, on voit nos frères musulmans faire la quête sur des lieux publics donc, par rapport à ce que disait Madame Nathalie Goulet, tous les dimanches, tous les samedis sur les marchés pour recueillir de l'argent pour payer la mosquée qui est envisagée sur les villes. Donc c'est quand même très, très lourd pour un musulman, je trouve, si je peux me permettre, de donner 2,5% de ce qui lui appartient. Alors ma question est simple, est-ce que tous les musulmans le font? Et s'ils le font, est-ce qu'on a encore besoin de parler du financement des lieux de culte en France, puisque c'est quand même la grande question à partir du moment où les collectivités territoriales mettent à disposition un terrain, après il n'y a plus de financement possible, ou si ce n'est par les pays étrangers, tel que ça a été dit tout à l'heure. Donc la grande question aussi, c'est sur les financements, et là j'ai appris quelque chose, et je te remercie. Déjà, je ne savais pas que c'était aussi strict. La zaquette, voilà. Donc je pense aux frères musulmans de notre département, ils sont pas très riches, donc ça doit être quand même, voilà, c'est lourd. Bien, bah, écoute, je vais répondre donc à la question que tu posais sur l'islam. L'islamophobie savante, oui, ça. Mais l'islam est une matière inflammable en France parce qu'on l'utilise à des fins politiques. On l'utilise à des fins politiques. Chaque fois qu'il y a une élection, on l'utilise à des fins politiques. Donc là, il faudrait peut-être faire venir un politologue spécialiste de ces questions. Pourquoi les partis politiques? Ou c'est peut-être parce qu'il y a une montée des populismes et que les populismes se nourrissent de ce type de difficultés pour pouvoir, on est tous dans des partis politiques et on sait aussi l'utilisation qui peut en être faite. Donc à chaque élection, c'est une matière inflammable. Et le bouquin que tu évoquais, effectivement, ça a été absolument abominable. Et il y a même eu un contre-livre qui a été fait par les normaliens, l'école normale. En réponse, on dit ce que l'islam a apporté au monde. Et donc des normaliens de l'école normale de Paris ont fait un travail assez considérable pour dire attention, il y a danger, effectivement. Et donc sur la question, tu disais, moi j'avais noté ce qui s'est passé en Norvège, la bande à Bader, les Italiens, etc., etc. Ça a pas fait, effectivement, ça n'a pas fait long feu parce qu'ils ne sont pas alimentés par une cagnotte. C'est très juste. Et donc là, la cagnotte, elle fonctionne. Elle fonctionne aussi bien avec ce dont on a parlé tout à l'heure qu'avec aussi ce qui peut être aussi le travail, comment on appelle ça, clandestin, le travail au noir, le travail clandestin. Voilà, le petit banditisme, les petits délits, les trucs, le commerce informel, etc. Donc tout ça, effectivement. Alors qu'il y a l'autre côté qui est donc c'est alimenté. Donc à partir du moment où c'est alimenté, bon. Daesh recrute, paye. Enfin, les gens sont payés au mois pour aller vers une mort certaine. Tout à l'heure, on avait le ministre de la Défense qui nous disait il y a 2500 soldats de Daesh qui tombent, il y en a 2000 qui arrivent. Donc il y a un renouvellement du stock, 2500, 2000, 80%. On se pose la question de l'attractivité ou de l'attraction de Daesh. Et pourquoi la coalition ne construit pas? Parce qu'une idéologie, ça se combat. Ça peut se combattre avec les armes. Ce n'est pas la meilleure des choses. Mais ça se combat aussi avec un contre-discours. À propagande en face. Et ça, on ne le fait pas. La coalition ne le fait pas. Et n'utilise pas les musulmans dits modérés pour travailler à ce contre-discours face aux salafistes. Encore que les salafistes, peut-être il y a des piétistes parmi eux, mais pas face aux radicaux. Donc il y a vraiment tout un travail à faire. Et pendant des années, les musulmans normaux, on ne les entend pas. On ne leur tend pas le micro. Ils ne font pas rêver, alors qu'ils pourraient faire rêver. Je suis pilote.
je suis musulman et je suis pilote, un jeune dans un quartier pourrait dire mais c'est formidable, c'est ce que je veux faire. Et il y a réussi, pourquoi moi j'y arriverai pas? Ça, on ne les montre pas. Donc la question des modèles positifs d'identification se pose avec acuité, notamment dans nos médias, notamment dans nos sphères politiques. Un jeune qui peut être député, qui peut être conseiller régional, qui peut être dans une liste, à moins qu'on l'utilise caïda colonial, si on l'utilise pour ses compétences, mais ça c'est formidable, ça fait avancer la République, au contraire, dans sa diversité. Alors, la question, oui, qu'est-ce qu'il y avait comme... Oui, tu posais effectivement la question du financement. Donc, le financement, j'en ai beaucoup parlé. Je n'ai pas beaucoup parlé de l'organisation parce que je pensais que l'organisation était un sujet en soi. Vous demanderez. Deux petites choses sur le sujet. Moi, le CFCM, qui a été vraiment construit difficilement, on a voulu faire ce qu'on a voulu faire avec les Juifs de France, comme Napoléon a fait, etc. C'est pas vraiment une réussite, quoi. C'est pas vraiment une réussite. Pourquoi? Parce qu'en islam, il n'y a pas de clergé. En islam sunnite, il n'y a pas de clergé. Donc, c'est déjà une difficulté. C'est pas facile. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est cet islam consularisé qui dépend des pays d'origine. Et ça, il faut couper le lien. Et je pense que ça, on va y arriver avec des jeunes musulmans qui arrivent sur le marché et qui peuvent maintenant, qui sont un peu plus indépendants des pays d'origine. Ça commence à venir. Bon, ça. Qu'est-ce que fait le CFCM? Les membres du CFCM, on a créé des notables. Autant être honnête, on a créé des notables qui parlent aux institutions, qui parlent aux ministres, qui parlent aux députés du coin, qui parlent aux préfets, mais qui ne parlent pas aux musulmans. Ils ne parlent pas aux ouailles. Et là, la difficulté, elle est là. Elle est là. Se rajoute à ça la question de la formation des imams. Donc quand on a des imams qui ne parlent pas très bien le français, qui ne connaissent pas très bien nos règles, etc., ça c'est un vrai sujet. Nous sommes en république laïque, mais nous avons une particularité, c'est que nous avons une zone qui est le concordataire, où nous pouvons faire des choses dans cette zone concordataire. Nous pouvons former. Il faudrait le faire. On a cette possibilité. Pour le moment, on a délégué la formation des imams à Rabat, au Maroc. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose parce que le Maroc est quand même le réceptacle de cet islam européen quand même. Le roi du Maroc, qui est commandeur des croyants, applique un islam du juste milieu. Et donc, il y a des professeurs qui vont aller expliquer la laïcité. Mais pourquoi on est obligé de le faire ça alors qu'on a l'espace concordataire qui nous permettrait de le faire? Donc il y a peut-être aussi, je dis que c'est une bonne chose pour le moment que ce soit fait là-bas, mais il faudrait penser à pouvoir le réintégrer en France dans cet espace-là. Le CFCM, c'est ce que c'est, une assemblée de notables. Maintenant, il faut leur demander des comptes. S'il leur manque les moyens, il faut s'arranger avec la Fondation des œuvres de l'islam pour leur donner les moyens de faire. Cette Fondation des œuvres de l'islam est une excellente idée. Il faut à la tête, me semble-t-il, un banquier qui est dans la sphère de l'islam, qui est capable de faire du fundraising, qui est capable d'aller chercher de l'argent et qui est capable d'étudier des projets à financer avec des personnalités qualifiées autour, pas spécialement des gens du culte, des personnalités qualifiées autour qui vont juger si un projet est suffisamment mûr pour être financé. Financer des activités culturelles. Culturelles également. Donc je pense qu'en termes d'organisation, on peut mieux faire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, la zaquette, effectivement, mais ce sont pour les musulmans pieux. Vraiment pieux, ceux qui sont pieux. Moi, je me souviens de mon père qui nous demandait, on ne comprenait pas pourquoi, combien on avait à la caisse d'épargne et quel était le montant de l'intérêt. Et qui calculait le montant de l'intérêt de tout le monde pour le sortir. Voilà, donc c'est pour parce que 2,5% c'est lourd quand même. Les commerçants doivent donner 2,5% du montant de leur stock, sauf si c'est pas un stock périssable. Sauf si c'est un stock périssable. Donc c'est quand même lourd. Si on veut rester dans les règles, c'est quand même lourd. Et à plus on paye nos impôts. Alors c'est quand même lourd. Donc voilà. Donc mais il y a faire appel au ressort des musulmans, à la charité des musulmans, pour pouvoir travailler sur un islam spirituel, libre et responsable. Vous aurez du monde. Voilà. Bien, écoutez, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup
Merci pour ton intervention et toutes ces précisions. Mon texte sur soufisme, spiritualité et citoyenneté a été repris dans cet ouvrage des presses universitaires de France qui mérite, il y a des passages sur chaque sujet qui méritent d'être vraiment, c'est mon quart d'heure pub. Voilà, vous avez donc pu suivre ces deux auditions, celle d'Antoine Sfer et de Barry Zacharie, dans le cadre de la mission d'information du Sénat sur l'organisation, le financement de l'islam en France et de ses lieux de culte. Vous pouvez revoir, bien sûr, ces auditions sur notre site internet publicsénat.fr.